story of classical guitar in Canada. L'histoire de la guitare classique au Canada. Alors nous voici à la 3e épisode de la première saison de l'histoire de la guitare classique au Canada. Je suis votre hôte Louis Trépanier. Dans cet épisode, on s'entretient avec Denis Poliquin. Denis Poliquin est natif de la région de Québec et c'est un guitariste classique, un guitariste jazz, un compositeur, arrangeur, interprète évidemment, un pédagogue, un organisateur et un entrepreneur. Denis a reçu sa formation dans les années 70 et son trajet est un trajet assez typique pour le guitariste classique québécois de sa génération. De mon côté, j'ai rencontré Denis probablement la première fois dans les milieux des années 90, lors de mon passage au domaine Forget comme étudiant. Denis est un des professeurs qui est là et il était l'organisateur, le coordonnateur du stage en guitare. D'ailleurs, les secrets de comment bien jouer un trémolo que j'ai appris de Denis, mon premier passage au domaine Forget, je les enseigne toujours et je les pratique toujours. Denis est, comme on dit, un vraiment bon pote, un bien bon bougre. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec Denis. J'ai coupé un peu la fin de l'entrevue parce qu'on divague un peu sur les groupes rock progressif et jazz fusion qu'on adore l'un l'autre et j'ai cru bon peut-être de couper un peu. Vous comprendrez. L'enregistrement a été effectué à l'été 2020, donc déjà quelques années. L'été 2020, le même été où j'ai enregistré une entrevue avec Patrick Roux, et c'était au domaine Forget, justement, vous entendrez la tondeuse passer sur le champ voisin. Alors, venez rencontrer avec moi Denis Poliquin. Donc, Denis Poliquin, merci bien, on se sent comme à la radio, n'est-ce pas? Tout à coup. Ça sonne bien, ça sonne à la radio. Donc, fait que dans ces genres d'entrevues-ci, on commence souvent avec les débuts de la musique. Puis ça, c'est ma première question, là. Ça fait longtemps que je te connais, je t'ai déjà posé plusieurs questions sur ta vie en musique. Mais une chose que moi, je ne sais pas, c'est où et dans quelles années la guitare et la musique ont rentré dans ta vie. Oui, bien en fait, la guitare a rentré dans ma vie, moi, avec la musique populaire de l'époque. Hein. On va dire un peu les Beatles, et puis parce que je suis de cette génération-là, je les ai jamais vus, mais je les écoutais. Et puis, j'ai toujours été attiré par la guitare, plus que les autres instruments. Et puis, de fil en aiguille, je me suis tenu avec des gens à l'époque qui jouaient de la guitare. C'est la guitare électrique. Puis, on rêvait tous d'avoir une guitare électrique un jour. Donc, moi, j'ai commencé par une guitare acoustique. Là, j'étais jeune, j'avais 13 ans. Et ma mère m'avait acheté une guitare acoustique, corps de métal. J'avais pris des cours de guitare. Puis, à l'époque, le seul professeur disponible à Québec, je dirais dans le privé, là, elle avait fouillé dans les pages jaunes. Okay. Et c'était une dame qui s'appelle Mme Dubé qui enseignait l'accordéon et la guitare. Super. Alors, tu sais, on a cherché un peu de lien. C'est difficile, mais c'était comme les deux instruments plus populaires là, à ce moment-là. Ah oui. Et puis là, moi, je m'étais inscrit à ces cours et puis je me rendais là. Mais c'était une méthode un peu country. OK. Qui n'était pas vraiment dans mes goûts. Alors, j'ai fait quelques cours, puis j'y allais un peu de reculons. Et puis, le destin a fait qu'à un moment donné, j'ai eu un accident en ski. J'étais assez débutant en ski, puis j'avais mal fait une descente, puis je me suis cassé une jambe. Donc là, j'ai été obligé d'interrompre mes cours de guitare. Ça me faisait plaisir dans ce sens-là. Par contre, j'avais mal à la jambe. J'ai resté dans le plâtre un bout de temps. Tout ça pour dire que ça a été vraiment le départ. Puis après ça, c'était plus une question sociale. J'étais avec des amis, on voulait créer un petit groupe. Okay. Puis moi, je disais, je connais quelques accords. Et là, je me suis tenu avec quelqu'un qui me montrait des nouveaux accords, des chansons qui étaient très populaires à l'époque. Toujours au niveau de la guitare d'accompagnement. Et tu connais l'histoire de Paul McCartney qui dit nous autres, tu sais, il n'y en avait pas d'informations. Moi, je connaissais E, puis mon chum John connaissait A. Puis là, on avait entendu parler qu'il y avait un gars à l'autre bout de la ville qui connaissait l'accord qui allait avec ça. Fait que, on a pris 2 autobus, il nous a montré le B7, on l'a pratiqué. Alright, on est revenu. Oh yes, et voilà, des beaux départs. Hein? Mais c'est comme ça, hein. Moi, je me souviens aussi, même dans les années 80, dans mes débuts, l'accès à l'information était beaucoup plus facile que j'imagine à ton époque, mais quand même, comparé aujourd'hui, là, si tu voulais apprendre quelque chose, là, tu le bâtisses toi-même un peu. Oui, parce que, tu sais,
D'ailleurs, on écoutait les disques, les vinyles hein, à l'époque pour repiquer des chansons. Et puis des fois c'était facile, des fois c'était impossible. J'ai appris par après pourquoi c'était impossible. C'est parce que on n'était pas accordé comme le disque. OK, OK. Alors je me ramassais des accords souvent, on va dire en termes de musique avec des dièses ou des bémols. Là, ça dépassait mes connaissances. Je ne pouvais pas jouer un do dièse. Là. OK. Il n'y avait pas de capo à l'époque non plus. C'était pas un outil qu'on utilisait vraiment. C'était pas encore inventé, je pense, ou en tout cas. Et puis, c'était pas facile. Mais, à cause de l'intérêt, pour persévérer... L'amour de la chose, hein? Ben oui, puis quand tu arrivais, puis le plaisir, c'est que tu arrives à jouer une pièce à un moment donné, du début à la fin, et puis tu te débrouilles bien. Là, j'ai travaillé beaucoup mon accompagnement, côté pic, main droite. Ça m'a vraiment, là, ça m'a construit une bonne rythmique. Et puis, bon, voilà, fait que j'ai fait un peu mes départs avec la guitare populaire. Et puis un jour, notre batteur qui était dans notre groupe est rentré au conservatoire. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est une école de musique spécialisée, puis tu devrais y aller. Ben, j'ai dit, je vais m'intéresser. Alors là, j'ai commencé à écouter un peu le type de musique que j'allais éventuellement étudier. J'étais pas familier du tout avec ça, donc la musique classique. Parce que mes parents n'étaient pas des musiciens, donc je suis parti à zéro, là, vraiment. Il y avait un piano chez nous, mais pas grand monde en jouait. Alors là, je me suis intéressé au conservatoire, je suis allé chercher de l'information, et puis, entre-temps, je jouais toujours, hein, j'étais toujours actif en musique populaire. Puis là, j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour une audition au conservatoire. Évidemment, ça a été une catastrophe. Tu avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 16 ans. OK. Je n'étais même pas jeune, dans le sens qu'aujourd'hui, les gens rentrent au conservatoire, tu le sais, oui. ils peuvent rentrer à 8 ans, 10 ans, 11 ans, il y a le pré-conservatoire, tu sais. Et puis, donc, je pense que c'était 16 ans, j'ai fait ma première audition. Évidemment, j'ai été refusé. Et puis, on m'a dit où c'était le professeur de guitare au Conservatoire de Québec, Paul-André Gagnon, qui m'a dit, si tu veux revenir l'année prochaine, je vais te donner le nom d'un de mes élèves qui va pouvoir te donner des cours de guitare classique. Parce qu'à mon audition, je pense que j'avais joué Romance, Jeux interdits, puis la bourrée de Bach en mi mineur, mais genre Jet Rotor. Moi, j'ai fait la romance sur une corde Corde de métal? Corde de métal et un genre de green sleeves. Puis j'ai pas été accepté non plus. Bon, c'est ça. On n'avait pas le bon répertoire, c'est juste ça. Mais Jet Rotor, c'était bon. Oui, parce que tu sais, la fameuse bourrée, c'est ta da 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 da. Puis moi, je jouais ta da da ta da da ta da da. En tout cas, tu sais, je l'avais piqué à l'oreille, évidemment. Alors, c'est ça. Donc là, j'ai travaillé fort pour la deuxième audition. J'avais suivi des cours avec un étudiant de Paul-André Gagnon, François Arbour. Et là, j'ai passé ma deuxième audition. J'ai pas été accepté encore. Ouf. C'était un gros coup. J'ai vraiment mal pris ça. Bon, le premier, j'imagine, tu as accepté. Bon, c'est tout un domaine que je connaissais pas. Ouais. Et le deuxième, il me semble, là, j'étais prêt. Ben, j'avais des pièces au moins classiques. Ouais. Là, avec, on va dire, études, piécettes, les choses comme ça, mais que moi, je trouvais que je jouais bien. Il faut dire qu'à l'époque, le conservatoire, il y en avait beaucoup qui se présentaient au conservatoire. Ouais. Puis là, on parlerait de quelle année? Ça devait être 74, 75. Okay. Ouais. Peut-être 73, la première année, 73, 74. Ouais. Alors, la deuxième année, j'ai été refusé. J'étais furieux. Puis j'avais gardé la lettre de refus du directeur du conservatoire. Il y avait plusieurs choix de refus, puis dont le moins pire des refus, c'était représentez-vous l'année prochaine. Okay. Ça finissait comme ça. J'ai pris la feuille, je l'avais chiffonnée, je l'avais sacrée dans les poubelles. Puis 2 jours après, j'ai dit non, je devrais garder cette feuille-là. Je la sors des poubelles, je la remets un peu plate, elle était toute froissée, tu sais. Je mets ça dans un dossier. Et là, j'ai pas lâché. J'ai continué à prendre des cours de guitare classique toute l'année pour me représenter. Et puis, là, évidemment, j'ai été refusé. Là. Okay. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Parce que il me dit l'année passée, il me dit, représentez-vous l'année prochaine. Je me représente l'année prochaine, puis je ne suis pas accepté. Alors là, j'ai pris un rendez-vous avec le directeur du conservatoire, M. Talbot.
Et j'étais content parce que j'avais les 2 feuilles. OK. J'ai dit, expliquez-moi, vous m'invitez à souper, j'arrive chez vous, puis vous me dites que je ne suis pas accepté à souper. J'avais dit ça, même. Vraiment comique. Mais il y a eu de la misère à se défendre là-dessus. Est-ce que tu avais les cheveux longs à l'époque? Je commençais un peu. C'est juste pour mon imagination. Oui, mais ça fait partie de l'enveloppe. Avec ça. Ben, finalement, j'ai été accepté la 3e année que je me suis présenté, puis j'ai été accepté à ce moment-là au conservatoire et à l'université. OK, on est. Wow, OK. Ouais, alors là, j'avais à choisir, puis étant donné que, faut dire qu'au conservatoire, dans ces années-là, les étudiants ne payaient pas, c'était gratuit. Alors, mon choix a été un peu plus facile. Est-ce que ça aurait été avec Paul-André aux 2 places? Non. Ça? Non. Au conservatoire, c'était avec Paul-André Gagnon, puis à l'Université Laval, il y avait tout de même Jacques Chandonnet, Ah, OK, OK. Paul Guéritz et je pense Claude Gagnon qui était là aussi, mais OK. peut-être au niveau cégep, je sais pas, je me souviens OK. pas. Mais Paul Guéritz, c'est vraiment OK. la tête d'affiche. Puis aussi, Paul Guéritz était un peu plus axé sur le luth que la Oui. guitare. Marie Prével était Oui. aussi dans les environs. Il y avait Martin Prével aussi, Oui. parce que c'est Marie Lévesque. Oui. Je pense qu'elle a épousé Martin Prével, ils sont devenus les Oui. deux. Puis ils ont sorti à l'époque un précis de technique. Je Quel ça? l'ai chez nous, là, c'est un OK. beau document. C'est très beau. Ouais. C'est édité aux presses de l'Université Laval. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment un livre de technique qui était notre guide. On n'avait pas accès à d'autres... Pompé Malade Mais, n'existait pas encore. Ben, tu sais, non, non. Par après, j'ai découvert Carlo Varro, Ouais. qui était vraiment précis dans ses 4 volumes. Là. C'était un monde. Vraiment là, très bien structuré. Puis c'est sûr qu'il y avait des méthodes à Guado et puis... Oui, maintenant qu'on sait c'est quoi les noms et où aller les trouver, ouais. on aurait peut-être pu les trouver à l'époque, mais quand tu sais même pas c'est quoi le nom de... Ouais, c'est ça. faudrait- Puis au conservatoire, tu sais, on avait accès à la bibliothèque pour aller chercher des partitions. Et on va dire que le lot de musique qui était au conservatoire en guitare, c'était limité un peu. Là. Ouais. Il y en avait, mais... Oui, mais il y a quand même, tu sais, à l'extérieur de des places comme, tu sais, Londres, Paris et certaines places en Allemagne, c'est quand même... Ouais. Tout le monde était des îlots, un peu isolés l'un de l'autre, et la genre de coopération générale qui se fait facilement aujourd'hui, ça n'existait pas. Parce qu'on se connaissait pas. Les gens d'une place ne connaissaient pas nécessairement ceux de l'autre. Exactement. Puis on va dire que les têtes d'affiche, on va dire des Julian Breen, Ouais. John Williams, c'était des gens inaccessibles. À Montréal, on avait heureusement un concert ou 2 par année de guitare classique. À Québec, c'était à peu près l'équivalent aussi. Ouais. Alors, c'était très difficile, mais quand ces gens-là se présentaient, c'était un exploit. Puis là, les salles étaient remplies, ce qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui, à cause de la diversité, puis du nombre d'artistes, etc. Là. Oui, moi, j'ai hérité de collections de collègues qui sont venus avant moi, qui sont décédés, puis ils m'ont laissé leur collection de livres et tout ça. Et Ed Honeywell avait gardé des programmes du CNA des années 70 quand Segovia est venu, puis Diaz est venu. Oui. Ça devait être quelque chose à l'époque, tu sais, t'avais... Ouais, moi, j'ai vu la Goya, j'ai pas vu le duo Presti-La Goya, mais j'étais pas encore impliqué dans la guitare classique. Mais ils ont été, entre autres, à Québec ou à la ville d'Orléans, on fait des concerts. Il paraît que c'était des concerts marquants, mémorables. Ça devait, ouais. Malheureusement, je n'ai pas vu les deux. J'ai vu la Goya, évidemment, parce que toute l'école, je dirais l'école de la guitare classique, dans la ville de Québec surtout, même, je dirais au Québec, a été beaucoup influencée par la technique La Goya. Ouais. Parce que La Goya est venu enseigner à Hartford. Et il a formé, on va dire, à l'époque, ce qu'on appelle les disciples de La Goya, dont Peter McCutcheon, Paul-Henri Gagnon et Jean Vallière, qui, en plus, Jean est allé terminer ses études au Conservatoire de Paris avec La Goya. Ah oui, fait que l'influence, elle est profonde et puissante à ce moment-là aussi. Et il faut dire que, là, je m'adresse un peu aux guitaristes là, qui nous écoutent, c'est que la technique La Goya, comme plusieurs peuvent... le savent peut-être pas, mais c'était une technique qu'on appelait technique d'attaque à droite. Ouais. Poignet un peu cassé, puis ça convenait pas à tout le monde, mais le son était vraiment s'approchait. Tu sais, moi, évidemment, moi, j'ai connu des gens qui ont, comme mon professeur Patrick, a joué à droite pendant longtemps et tout ça, et je regarde ça, puis je me dis, c'est juste assez bizarre que les gens devaient se dire, ça doit être quelque chose de spécial, parce que je n'aurais pas pensé moi-même. Tu sais, c'est une technique
Ouais. Puis ça marchait certainement pour Presti aussi, tu sais, qui... Moi, j'ai connu un violoniste qui était dans un orchestre aux États-Unis quand Presti venait faire un concerto, là. Puis il me dit, là, il dit, moi je m'en souviens encore, là, puis il dit le son qu'elle avait, là, c'était majestueux, ouais. C'est ça. Fait qu'à l'époque, on travaillait beaucoup de ça avec cette technique-là. Et puis moi, j'ai eu une révélation assez évidente parce que je suis allé participer, oui. J'avais joué aussi au Festival de guitare de Toronto. OK. Ça, c'était en 79. Et puis là, je me déplace de Québec à Toronto. Et puis, je découvre une centaine de guitaristes, des étudiants un peu partout. Il y avait des luthistes aussi, il y avait beaucoup d'activités autour de la musique, c'était incroyable. C'était vraiment, ces événements-là étaient un des plus grands rassemblements dans le monde de guitare classique, les 4 ou 5 festivals qui ont eu lieu à Toronto. Ouais. C'était vraiment une révélation parce que là, j'ai entendu beaucoup de guitaristes qui jouaient du côté technique attaque à gauche. Ouais. Et je les trouvais franchement meilleurs que la plupart d'entre nous qui jouaient à droite. Ouais. Par contre, leur son était vraiment mince. Vraiment mince. Je me disais, ouais, est-ce que ça vaut la peine, tu sais? Je gagne d'un côté parce que ça a l'air plus naturel et c'est peut-être plus facile à adapter. Il y a moins de compromis. Par contre, le son était... Je n'avais pas été satisfait. Ouais. Et puis, j'étais revenu au Romanzi avec plein d'interrogations là-dessus. Mais ça m'a permis de voir qu'il y avait une autre façon de jouer. Ouais, ça ouvre aussi, là. Ouais. Puis, en même temps, quand tu vas dans un festival comme ça, évidemment, tu échanges tellement avec d'autres étudiants, tu partages des choses, de la musique. Là, moi, je revenais avec plein de partitions que je venais de découvrir, je venais d'entendre sur place. D'ailleurs, le répertoire de mon concours de guitare qui s'est fait l'année suivante, j'avais sélectionné une pièce pour mon concours que j'avais entendue au Festival à Toronto. Donc, je me dis, c'est 78. Une pièce de John... c'est John Holmquist qui avait joué ça, mais c'est James McGuire. OK. Une suite populaire de James McGuire. Le Dance Suite, c'est ça, quelque chose comme ça? Il me semble que ça s'appelle Suite populaire numéro 2. OK, oui. Je pense que c'était John Holmquist qui avait joué ça. Moi, ça m'avait vraiment séduit, là. Ouais. Du début, il y avait 4 mouvements, je pense, ou 5. J'ai vraiment aimé ça au point tel qu'après le concert, j'étais allé féliciter John Holmquist, puis j'y avais dit, est-ce qu'il y a moyen d'avoir cette partition-là? Puis il m'avait dit, oui, je peux te refiler l'adresse ou la commander. Ouais. Wow. Et moi, je faisais mon concours l'année suivante, en 79, et j'avais besoin de répertoire. J'avais construit mon programme à moitié, fait qu'il me restait encore 30 minutes, disons, à ajouter à mon programme. Puis là, j'avais commandé cette pièce-là, j'avais été vraiment... Parce que, encore aujourd'hui, ces genres de festivals-là, ces rassemblements-là, c'est riche en informations, on est ici au Domaine Forget, puis le Domaine Forget aussi, une année normale, ça serait rempli de guitaristes qui... Mais dans un monde où on n'avait pas accès à l'Internet, à tellement d'informations, c'était la seule fois que tu côtoyais, puis la quantité de guitaristes que tu peux découvrir à te promener sur YouTube maintenant, là tu les découvrais en personne, fait que c'était encore plus gros comme impact que ça avait sur nous, ces rassemblements-là. C'est sûr, c'était comme des... moi je disais, c'est comme de l'adrénaline pure, tu t'en vas échanger de l'adrénaline pure, tu reviens, t'es boosté. Ah oui, puis... moi, à Toronto, là, dans les 2 festivals que j'ai fait là-bas, les 2 années où je suis allé, j'enregistrais tous mes cours. OK. Sur des cassettes. Est-ce que tu te souviens avec qui tu avais étudié à l'époque? Ben, j'ai profité de tout le monde. Je suis allé dans les classes de Turibio Santos, évidemment David Russell quand il est venu, Abel Carlevero, tous les noms qui étaient très, très gros à l'époque. Ouais. Léo Brauer, il était là. Oui. C'est ça, oui. C'est ça. Et puis, moi, j'ai enregistré tous les cours parce que j'étais un peu... j'avais de la misère avec mon anglais, premièrement, puis je voulais rien échapper, alors j'enregistrais. Quand je suis revenu chez moi, je me souviens, j'avais peut-être 20 cassettes d'1 heure remplies au complet. Ah, c'est fantastique. Puis moi, j'écoutais ça
par après, puis je peux mettre pause, puis réfléchir un peu, puis je continuais. Fait que, ça a été ma façon à moi de garder l'information, parce que je prenais des notes, et des fois, tu peux pas tout écrire. Non, c'est ça. Non, puis c'est... Moi, je sais, comme les étés que je venais ici pour étudier, les prochains 6 mois, facilement, on digère encore la quantité d'informations et la richesse d'informations qui a été absorbée ici. Oui. Cette espèce de festival de Toronto-là, qui malheureusement n'existe plus, était un rendez-vous. C'était tous les 3 ans, cette affaire-là. Ouais. Et puis c'était un rendez-vous. Là, quand je sortais de là-bas, bon, j'épurais mon matériel. Là, la 2e année se passait. Puis la 3e année, on se préparait tout le monde. Hey, on s'en va à Toronto, puis le festival. Puis regarde qui est là, qui est là, qui est là. C'était comme la place où aller. Oui, c'était vraiment un gros événement. Tu sais, il y a plusieurs pièces qu'on connaît que quand tu fouilles un peu, tu réalises que la création s'est faite là. Il y a un concerto de Brouwer qui s'appelle le Concerto Toronto. Oui. On a tous vu le film où Brouwer vole des biscuits à John Williams. Mais j'étais là. Ouais. J'étais là pour la première fois. Ouais. Évidemment. Puis il y avait aussi Yamashita qui a fait une première exposition de ses tableaux. Que les gens ne devaient pas croire ce qu'ils voyaient. C'est d'un autre monde. Complètement. Moi, je parlais avec Gary Elliott qui était là, puis il disait les gens étaient tellement impressionnés qu'ils en riaient un peu. Puis qu'il Yamashita sur scène, il semblait un peu insulté, mais il dit c'était comme un rire d'être tellement impressionné que il faut que tu réagisses. Puis Pour moi, c'était comme le premier joueur inhumain. Sur une longue liste, éventuellement, mais ouais. Il faisait des choses qui étaient tellement personnelles que quiconque s'adresse à cette technique-là, ça va y prendre des mois avant d'aboutir à quelque chose. Ah oui. Mais lui, c'était sa façon de jouer, là, des techniques personnelles. Puis qui arrive à faire des choses qu'on aurait cru impossibles. C'est ça. Il n'y avait pas une qualité sonore constante, là, on peut dire, mais il remplaçait ça par autre chose. Oui, c'est ça, oui. Oui, si t'arrives à... Des fois, il y a certaines qualités qu'on peut pardonner un peu quand... Idéalement, on voudrait comme un Berweko qui a toutes les qualités possibles en quantité fantastique. Mais des fois, on peut pardonner un pour l'autre. Ah, effectivement. Parce que finalement, il y a des personnalités en arrière de chaque instrument. Ouais. C'est ça qui est intéressant de découvrir, c'est que chacun a sa vision des choses, sa perception, puis sa personnalité, sa signature. Ouais. Puis ça, là, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de très bons guitaristes. Ils ont beau jouer un peu le répertoire qui se répète un peu, mais toujours intéressant, c'est toujours vivant. Oui. Fait que moi, une partie de ton histoire que je connais, puis on en parlait avant de partir l'enregistrement, c'est tu as terminé des études avec un premier prix, qui est comme la plus haute distinction possible dans les conservatoires. Le nom a changé au fil des ans, mais c'est encore là. Et c'est quand même impressionnant d'arriver à ça avec un départ un peu à 16-17 ans. Tardif, ouais. J'ai été chanceux probablement dans tout mon apprentissage, parce que les 2 dernières années ont été très dures, parce que les barres étaient hautes. Là. Je devais faire une fin 2 précipitée à cause de mon âge. OK. Et puis après ça, ils m'ont dit, il faut que tu fasses ton concours, on te donne 1 an ou 2. Mais tu sais, j'avais décidé, j'ai dit, je vais l'essayer la première année, on verra après. Et tout s'est bien passé, je dois dire que j'étais chanceux, j'étais bien guidé. Évidemment, j'ai eu un résultat incroyable et j'ai été jugé par M. Berweko. Wow, OK, ça je ne savais pas. Que je ne connaissais pas à l'époque. Il y avait Eddie Kastner, il y avait Berweko, puis il y avait probablement le directeur du conservatoire. Et puis, j'ai eu un premier prix. Et ce que j'ai appris par après, comme tu le disais tantôt, ça a donné que j'ai été le premier à terminer les études dans les conservatoires avec un premier prix. Alors ça, j'en revenais pas parce que moi, je suis rentré au conservatoire, il y avait des gens qui étaient déjà là, puis je suis sorti avant eux. OK. J'ai pas eu la chance de rester là 10 ans, là, on m'a bousculé à la porte, on m'a dit, selon ton âge, il faudrait que tu sois là. Oui, parce que c'est ça qui vient avec les études gratuites. Il y a certaines affaires comme ça qui sont en place, des restrictions selon l'âge ici. Ça. Dans une université, tu n'aurais pas eu ça.
Non, reste! Continue à payer! Oui. Oui. En tout cas, j'ai été chanceux parce que mon déroulement après a fait en sorte que j'ai pu commencer à enseigner la guitare au domaine Forget en 79 avec Paul-André Gagnon. Et 79, c'est. Ouais, fait que au fait, c'est un parfait tremplin pour sauter dans le domaine Forget aussi, parce que depuis 79 à tous les étés, pour toi, oui. C'est vraiment bien. Oui, j'ai eu la chance. Est-ce que c'était l'ouverture du programme en guitare, 79? OK. Oui. Fait que dès le début, tu étais ici. Ah, c'est fantastique. Oui, avec Norbert Kraft, qui était notre artiste invité, je crois. Là. Il est venu 2 années, puis en 81, on a réussi à faire venir Léo Brauer, et qui avait donné, entre autres, à ce moment-là, il faisait encore des concerts, il avait donné un concert, puis des masterclass. Et puis là, ça a comme donné, on dirait, une importance capitale au domaine Forget. C'est devenu un petit peu plus sérieux, là, on peut dire, avec des artistes internationaux comme ça. Et puis après ça, ça a été la venue de Manuel Barrueco, et qui nous a tous jetés sur le dos parce que sonorité, musicalité, technique et tout, là, tu vois. Puis Manuel Barrueco nous a été fidèle pendant 10-12 ans. David Russell a emboîté le pas par après. Moi, la façon que ça m'avait été raconté, c'est au Québec, à peu près tout le monde jouait avec la technique de la goya à droite. Et suite au passage de Manuel Barrueco, presque du jour au lendemain, pas mal tout le monde a changé pour la gauche. Il manquait cette conviction-là. Ouais. C'est sûr que... Moi, je vais jouer comme Manuel. Oui. Puis Manuel, il y a une technique très naturelle. Ah ouais. C'est une position, on lui pose des questions sur cette technique, puis il faut qu'il réfléchisse avant de répondre, parce que peut-être qu'il n'y avait jamais pensé avant. Là. Mais c'est ça, c'est les mains de Manuel. Ouais. Les mains de Manuel, ça ferait un bon titre de roman. Pour le guitariste. Ouais. Et puis il y a eu aussi, il faut dire que moi j'ai toujours aimé j'ai découvert le jazz un peu. Quand j'étais en Mino au conservatoire, j'étais un peu fatigué de la musique classique. Okay. Quand tu donnes des grosses bourrées comme ça, tu as besoin d'un peu d'air frais. Là. Ouais. Et là, j'étais allé m'inscrire à l'université en jazz. Et puis là, j'ai pris des cours d'harmonie et tout ça, puis je me suis intéressé au cours d'harmonie de Berklee School à Boston. J'avais l'intention d'aller étudier là-bas, mais c'était trop cher. Alors j'ai suivi les cours d'harmonie par correspondance. Et puis là, je me suis vraiment ouvert au jazz. Ça me faisait du bien parce que tu découvres un autre monde, un univers où tu peux improviser. Tu n'es pas toujours obligé de jouer ce qui est écrit dans les normes qu'on connaît. Puis on se trouve soi-même dans ces choses-là. Moi, je sais que la découverte de la musique classique, de la guitare classique, je me suis beaucoup trouvé là-dedans et je suis extrêmement heureux. Puis j'arrive peut-être à mon meilleur dans ce domaine-là. Oui, bien, c'est ça. Ouais. On se construit avec tout ce qu'on touche, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute, etc. Puis on a eu la chance d'avoir Joe Pass ici au domaine Forget dans les mêmes années, à peu près 83, 84. Hey, je suis bien tombé. Voyons donc. De toute façon, avec Joe Pass, quand on l'écoute sur disque, dans ce temps-là, on se disait, ça se peut pas, il n'est pas tout seul. Oui, exact. Mais quand tu le vois faire, là, tu te dis, ouais, c'est possible. Ça n'a pas l'air si difficile quand tu le vois faire, pour lui. C'est ça. Ouais, j'ai des bons souvenirs parce que j'étais allé le chercher à Québec avec un ami. Et puis on l'a pris à l'aéroport de Québec, on l'a amené jusqu'ici. C'était un très beau souvenir. C'est des gens vraiment à connaître, des gens généreux, avec un petit côté des fois un peu difficile, là, mais il faut dire qu'une fois qu'ils ont vu le site, puis ils sont ici, ils disent « Wow! » Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des belles expériences de nature comme ça. C'est ça. Mais ça, c'est l'autre chose aussi que le domaine Forget a apporté, c'est la chance de côtoyer des gens qui sont des héros pour toi, puis tu sais, c'est des années, et de rencontrer. Puis maintenant, je veux dire, tu es beaucoup plus senior que la plupart des grands maîtres qui viennent ici, mais c'est très excitant quand même. Puis tu t'es fait des amitiés à long terme avec des personnages de la guitare dans le monde. Il faut dire que les artistes qui viennent au domaine Forget, ils n'en reviennent pas, d'abord de l'accueil, du niveau des étudiants. Et de le côté amical des étudiants entre eux, entre les professeurs aussi. Plusieurs artistes invités nous ont dit que c'était comme
ils ne croyaient pas que ça pouvait exister, parce que personne ici vive de la compétition. Non, Tu sais, là, c'est moi aussi, c'est ce que j'ai toujours adoré. Il y a une intensité, les gens pratiquent fort et se donnent, mais il n'y a aucun esprit malsain, compétitif. C'est extrêmement détendu, intense, dans toutes les meilleures proportions, j'ai toujours trouvé. Ouais. Tu sais, puis là, tu t'assois pour dîner, puis le grand maître que tu as vu en concert hier, il est assis à côté de toi au dîner. C'est ça. Puis là, il va te dire, tu sais, passe dans le sel, puis tu sais, c'est oui. c'est fantastique. Ah oui, c'est vraiment... je pense que c'est... En tout cas, pour moi, ça a toujours été des choses uniques. Ouais. Alors, je me considère vraiment chanceux d'avoir pu les côtoyer plusieurs fois, puis d'avoir partagé. Mais il y a beaucoup de professeurs dans d'autres disciplines aussi qui ne veulent pas que leurs élèves aillent étudier avec d'autres. Oui, j'ai connu ça. Bon. J'en ai vu. J'en ai entendu des histoires. Il y a des gens qui venaient ici, que quand j'étais étudiant, qui disaient, moi, il faut que je me souvienne de ce que j'ai appris ici, parce qu'il faut que je le cache à mon professeur après. Oh! Ouais. Ouais. Mais c'est malheureux, mais il y en a. Ouais. Puis ici au domaine, ça n'a jamais existé, cette espèce d'exclusivité là. Bon. Non, les gens s'échangent avec les autres professeurs. On fait de la musique d'ensemble, les gens apprennent à se connaître, on arrive à présenter des concerts. La qualité des concerts des étudiants qu'on présente depuis 10-15 ans, là, c'est phénoménal. Ouais. Ils arrivent à monter de la musique d'ensemble en 2-3 semaines, et puis c'est de niveau là, Professionnel élevé, ouais. Fait que là, il n'y a personne qui perd son temps. Non. Tout le monde vient chercher ce qu'il a besoin ici, et puis c'est toujours, l'échange est toujours optimal. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a une combinaison entre, évidemment, les gens qui viennent ici, ils apportent ça avec eux, mais la façon que le terrain est organisé, la façon que la structure des choses, tout, c'est comme le parfait mélange de cuisine pour le résultat final. Ouais. Rien de malsain, rien de compétitif. C'est juste, je sais pas, juste la lenteur de la colline puis le fleuve, ça calme, tu sais. On n'est pas stressé quand on se promène ici. De toute façon, quand tu remontes de la cafétéria, si t'es stressé, tu fatiguerais parce que les escaliers, finalement, on les connaît tous. Puis il y a des gens, quand ils passent leurs 2 semaines ici, leurs 3 semaines, ils deviennent en forme aussi, oui. physiquement. Ah, oui. Non, c'est vraiment un lieu de culture très, 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 très fort dans toutes les disciplines. Ouais. Il m'arrive souvent de rester plus longtemps pour d'autres stages. Et puis, je m'en vais écouter des classes en flûte, des classes en contrebasse, en violon. Et puis, il y a un esprit qui est à peu près le même qu'en guitare. Ça, ça m'a toujours intéressé à savoir. J'en reviens pas, mais pas partout. Là. Dans les cordes, des fois, il y a un petit peu de discorde dans les cordes. Mais en général, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ah, c'est bien ça. Ouais. Je sais pas si c'est... il y a aussi le stage de danse qui se déroule en même temps. Fait qu'il y a toujours... Tu sais, il y a le côté physique, les danseurs, puis le côté musique, les guitaristes. Ouais. Fait que dans le fond, il y a eu beaucoup de jumelage là-dedans. Il y a eu Moi, des je me souviens toujours que participations. c'était fantastique de passer une semaine avec un artiste d'un autre. Non seulement comme des musiciens différents, mais les danseurs, tu sais, c'était de les voir à l'œuvre, puis les voir travailler leur art, puis de voir tu sais, ce qui était similaire entre ce qu'on fait. Puis, tu sais, du mouvement physique dans l'espace, ça aide à comprendre, nous, ce qu'on fait musicalement. Et eux aimaient ça venir voir nos concerts, puis voir que ça se passait, tu sais. C'est de la danse, mais dans les doigts. C'est dans les doigts, ouais. C'est tout petit, c'est plus fin, mais ça demande tellement de travail comme eux autres. Là. Oui, oh, oui. Eux, ce qui les fascine et ce qui les rend un peu tristes, c'est la carrière d'un danseur. Tu ne peux pas danser activement. Nous, tu sais, Sigoya, il avait quel âge quand il jouait encore? T'sais? 90, ouais. Puis, tu sais, il y a un débat à savoir s'il a joué plus longtemps qu'il aurait dû, tout ça, mais il arrivait quand même à jouer. Puis il y a plusieurs, tu sais, David Russell qui est en pleine forme, il approche la fin soixantaine maintenant. Moi, je l'ai vu il y a 2 ans, et je me souviens que jamais, sinon mieux, tu sais. Fait que c'est quelque chose que les danseurs n'ont pas, ça. La fenêtre est beaucoup plus petite. C'est ça. Comme le corps est impliqué. Oui. Ils s'usent beaucoup plus. C'est très exigeant ce qu'ils font sur le corps. Mais, puis tu as commencé à quel point tu es devenu le coordinateur du stage en guitare?
c'était tôt, tard dans le... Ben, en fait, au tout début, Paul André, qui était le professeur maître du Conservatoire de Québec et tout, donc il est resté coordonnateur, je te dirais, une bonne dizaine d'années. OK. Et puis, par la suite, il semblait un peu fatigué de tenir les cordons. Ouais. Et puis là, il y a eu tout le monde... Tout le monde a levé la main pour pour faire le support. Okay. Et puis finalement, François Bernier me dit tiens, j'aimerais ça que ce soit toi. Okay. Bon, alors j'ai dit ça me fait plaisir, je suis flatté. Alors je suis devenu coordonnateur du stage. Qu'est-ce que ça veut dire de plus? C'est un titre? Un peu plus d'heures de travail parce que c'est de la coordination. Mais, mais ça dépend encore un peu, comme on disait, le style de musique vient te trouver. Il y a des gens qui sont plus heureux à ne pas devoir plus simplifier. Ça, c'est pas bien dit, mais qui veulent se concentrer sur l'enseignement et le reste, de ne pas se concerner sur, je veux piloter, je veux pas être dans le moteur. Puis il y a d'autres gens que je veux piloter, mais j'aime ça travailler dans la mécanique. Fait que, tout à fait. Fait que si tu étais heureux là-dedans, c'est peut-être que qu'il a vu ça en toi un petit peu. Lui, il va pas prendre ça juste comme un fardeau, il va s'amuser. Puis des fois, c'est le fun parce que tu travailles avec les non-guitaristes dans le domaine, avec l'administration, puis tu apprends à savoir un peu qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux. Puis... Oui, moi ça m'a appris beaucoup, parce que si j'avais pas touché à ça, je vivrais pareil, mais je veux dire, j'ai ajouté des petites cordes à mon arc avec ça. Ça m'a permis de faire des choses probablement d'une meilleure façon après. J'avais oublié de te mentionner aussi, Louis, que quand je suis rentré avec Paul André pour démarrer le stage de guitare au domaine Forget, la même année, j'ai ouvert la classe de guitare au Conservatoire de Rimouski. OK. Toi, ça, c'est une partie de l'histoire que je savais. Oui. Puis il n'y en avait pas de guitare à Rimouski. Okay. Et moi, j'ai eu un appel à un moment donné du directeur des conservatoires pour m'offrir cet emploi-là. Je devais aller au Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi. Okay. Et puis, on m'a dit au début de l'été, accepteriez-vous de l'enseigner la guitare à Chicoutimi? J'ai dit, ça va me faire le plus grand plaisir. Et là, ils m'ont dit, on va te rappeler au mois de septembre pour te donner un horaire et tout ça. Alors moi, j'étais excité, tout le monde était heureux autour de moi. Je termine, j'ai un premier prix, j'ai un travail. Tes parents devaient dire, phew! Oui, on l'a récupéré. Il est musicien, mais OK, il a un emploi. Et puis arrive le début septembre, j'ai pas de nouvelles du conservatoire de Chicoutimi. Là, je laisse passer une semaine ou deux. Et finalement, j'appelle là-bas, puis j'ai dit, je vais prendre des nouvelles, comment ça qu'on m'appelle pas? La dame me répond, je lui dis, je suis censé de travailler chez vous pour enseigner la guitare. Elle dit, vous êtes monsieur... C'était quoi le nom? Vous êtes monsieur... J'ai oublié le nom. Mais j'ai dit non. Mais pas Poliquet, en tout cas. J'ai dit non, c'est Denis Poliquet. Elle m'a dit, c'est pas vous que j'ai sur ma liste. OK. Alors là, elle me dit, le directeur va vous rappeler. OK. Et là, il me rappelle. Et là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Vous m'avez dit au mois de mai que je devais rentrer là. Alors, ils dit, on avait un dossier prioritaire que je ne savais pas, donc c'est cette personne qu'on a dû engager. Mais j'ai dit, écoutez, moi je viens de m'acheter une voiture pour aller à Chicoutimi. J'ai dit, je suis mal pris. Il s'est excusé, mais ça a été vraiment... tu sais, je suis tombé à terre. Ouais. Et là, le directeur des conservatoires de Québec, je l'ai appelé, j'ai dit, je me suis plaint de tout ça. Ouais. Il dit, on va voir ce qu'on peut faire. Puis là, il m'a proposé d'ouvrir la classe à Rimouski à ce moment-là. Bon, j'ai dit, merci beaucoup. Ouais. Alors, je suis devenu fondateur de la classe. Ça vaut la peine de se plaindre des fois. Faut pas lâcher. Oui, exactement. Faut pas lâcher. Ouais. J'en ai une autre histoire de ne pas lâcher, mais tu verras si tu la gardes, celle-là. Parce qu'à l'époque, j'ai fait un groupe qui a connu un certain succès. Et le groupe s'appelle Maelstrom. Ouais. Et puis à ce moment-là, on avait fait une démarche pour en disquer, un vrai disque avec une compagnie sérieuse, A&M Records. Ouais. Ça a tombé à l'eau. Le disque, le ruban est resté sur... Oui, il a été enregistré à Morin Heights. Oui, au fameux studio Morin Heights, avec André Perry. Si parmi nos écouteurs, vous ne savez pas, googlez Morin Heights. Il y a
Oui, c'est ça. Moral Ice a passé, il n'y a pas 4 ans, il y a eu encore un gros succès médiatique parce que le studio avait pris en feu, Oui. malheureusement. Mais tout ça pour dire qu'on devait sortir un disque sur A&M Record. Ils ont backé au moment où tout allait se régler. Le tape, donc on appelle le master, est resté sur les tablettes 40 ans. Et il est sorti en 2016, ça faisait 40 ans qu'il était... 2018, ça faisait 40 ans qu'il était sur les tablettes. Fait qu'il ne faut pas lâcher. Non, il n'est jamais trop tard. C'est un conseil à dire aux musiciens aujourd'hui, c'est soyez patients. Soyez patient, lâchez pas, continuez de pratiquer en attendant. Une autre facette, c'est l'Académie de guitare de Montréal Oui. qui a récemment passé entre les mains de quelqu'un d'autre, parce que tu étais son fondateur, directeur, propriétaire, copropriétaire. Au tout début, en 86, quand j'ai décidé avec un copain d'ouvrir une école de guitare à Montréal, avec Gilles Tremblay, on a fondé l'Académie de guitare. Et puis 2-3 ans après, on a eu un petit peu de différents. Puis là, ben, je suis tombé seul acquéreur de l'Académie. Okay. Et Gilles a ouvert une autre école privée, un peu plus loin, dans Outremont. Et puis là, moi, j'ai tenu les rôles là-bas de professeur et directeur pendant 37 ans, 38 ans, vous aussi. À son plus grand, si tu disais là, comme des chiffres approximatifs, nombre de profs, nombre d'étudiants que tu penses. En 2005-2006, on était 14 professeurs. Puis les étudiants, on était pas loin de 180 étudiants. C'est une école, ça. Ça commence à grouiller. Oui. Puis j'imagine ça suivait un peu ce que tu es comme personne, donc guitare classique, jazz populaire. C'est ce que moi j'enseignais. Qui voulait avoir des cours de guitare, on trouverait un prof dans ce style-là. Oui. Puis à l'Académie, on avait vraiment beaucoup de styles qui étaient présentés. Là. Alors, je pense que quiconque allait s'inscrire à l'Académie en trouvait pour ses goûts personnels et tout. Là. Non, c'est vraiment parce que ça a été bien parce que... Ça roule encore, mais... Ça roule encore. Moi, j'ai offert la vente de l'Académie il y a 3 ans et je suis très heureux parce que celui qui a acheté l'Académie, c'est un de mes élèves. Ah, ça c'est le fun. Ça reste dans la famille. Alors lui, il était avec moi, ça fait une dizaine d'années qu'il étudiait avec moi. Et il connaît les rouages de l'Académie. Il voit le sérieux de l'institution. Et puis, j'ai fait une présentation un jour. J'avais invité plein de monde à venir pour prendre connaissance du dossier de l'Académie. Et Julien, mon élève, était là. Et puis après ça, j'ai eu 3 personnes intéressées, dont Julien. Puis finalement, c'est lui qui a eu ça fait du bien, tu passes le flambeau à quelqu'un qui te fait confiance. Oui. Puis éventuellement, je veux dire, c'est important que ça devienne son académie à lui et que ça évolue, mais tu voudrais pas que quelqu'un perde la qualité. Tu sais, juste ruine la réputation de ce que tu as bâti. Ce que j'avais dit aux futurs acheteurs, c'est que je vends l'Académie, mais je veux rester comme prof. OK. Alors, c'est un avantage pour vous parce que je suis la personne de référence. Je ne veux pas me sauver, je ne vous vends pas quelque chose pour me débarrasser. Je veux continuer à enseigner, puis c'est ce que je fais encore pour l'Académie. Donc, je suis une personne contact ressources. Ah, ça, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien pour toi, c'est bien pour eux. Oui, ça va dans les 2 sens, ouais. Vraiment une vie remplie comme guitariste. Ben moi, c'est ma vie, fait que c'est de la musique tout le temps. Si je te demandais si tu avais 2-3 comme les highlights de carrière de guitariste, comme un projet que tu as fait, comme ça c'était, là, je me souviens là, de toute ma vie, là, ça c'est comme un des meilleurs projets que j'ai pu faire. Là. Ben, en fait, qui te saute dans le souvenir de... Oui. Quand j'ai participé au Festival de guitare en Martinique, j'ai participé comme compositeur. Il fallait que j'interprète ma composition. Et j'ai gagné à 2 reprises des concours de composition là-bas. Oh, ça fait du bien. Alors ça, c'est vraiment là, je veux dire un cadeau là, quand tu reviens avec ça. Et puis, autre moment majeur aussi que je considère important, quand on a célébré le 10e anniversaire de l'Académie de guitare, j'ai eu une bourse du Conseil des arts pour écrire une pièce pour orchestre de guitare avec 3 solistes. Les 3 solistes, c'était guitare classique, électrique et acoustique.
Qu'on a fait à la Grande en Ouais. 2011, On quelque chose a comme ça. fait un mouvement. Ouais. Ah, Ah non, non, on a fait les 3 mouvements. On a fait les 3 on mouvements. avait les 3 solistes en tout cas. Bon, ben oui, c'est ça. c'est ça. Ça a été créé pour Ok. célébrer le 10e anniversaire de l'Académie Guitare. J'avais eu de l'argent du Conseil des Arts pour l'écriture de la pièce. Parce que ça, c'est une affaire qu'on n'a pas touchée encore. Denis Poliquin, le compositeur. Ouais, compositeur, disons, par ses temps libres. Oui. Pas à temps plein. C'est quoi un temps libre? Ouais, c'est quand on sent l'inspiration. Non, Là, je prends le temps. ouais. Non, c'est. Moi, je me suis toujours intéressé à ça parce que je trouve que ça fait partie de mon travail. Ouais. OK. Je veux pas juste interpréter. Je veux aussi faire une certaine création. Puis je trouve ça le fun parce que la guitare nous permet de faire énormément de choses. J'ai quelques pièces qui sont éditées chez DOS pour différents instruments aussi. Il y a toujours la guitare d'intégrer. Ouais. Alors ça, c'est le fun de pouvoir se Ouais, t'as prendre- du solo et de... Il y a des ensembles, des trios, quoi ce soir. Il y a une pièce aussi que j'avais écrite pour un festival en Gaspésie. Et puis, c'est pour piano, guitare et soit violon ou flûte. OK. Et puis, ça a été, c'est vrai que j'avais reçu une bourse pour ça aussi. Alors ça, c'est intéressant parce que ça correspond à mon côté givré. Le côté sucré, côté givré, mais je trouve que moi, il faut que je fasse les deux. Peut-être parce que j'ai eu beaucoup d'intérêt dans le jazz. Le jazz, on doit créer, on doit penser, on doit réfléchir à ce qu'on veut exploiter là, au niveau des harmonies, tout ça. Puis ça t'amène inévitablement à rechercher des accords, rechercher des lignes, du rythme. Et puis, c'est vital pour moi, ça. Fantastique. Bon, ben écoute, moi je pense qu'on a quand même, si je regarde l'horloge, on a fait le tour de presque 1 heure. Puis on a vraiment fait le tour. Tu sais, si on regarde quand même des débuts à pas savoir c'est quoi la guitare classique et avoir fait une vie de ça, c'est quoi, c'est 15-16 ans que tu aurais découvert l'existence de la guitare classique? Je dirais à 16 ans. Ouais. Le batteur en question, est-ce que c'était Malmström à l'époque? Oui. Oui. C'est pas comme les choses font pas. Il y a des moments uniques dans un concert, puis quand on peut les partager avec d'autres, c'est extraordinaire. Pépé Romero a toujours dit ah oui, Pépé vient jouer à Montréal avec l'OSM, 2 soirs consécutifs. Le concerto vers l'Ouest, Ouais. enregistré par Radio-Canada, Coast to Coast. Et on l'a vu à l'université après, il donnait un masterclass. J'ai eu le plaisir de parler avec lui. Puis moi, je pose la question, je dis comment est-ce que vous faites pour arriver sur scène, décontracté, quand vous savez que vous enregistrez avec un micro, l'orchestre symphonique, la salle est pleine, et que c'est coast to coast. Ah! Il dit, quand je prends ma guitare et je joue pour 3-4 amis, il dit, je suis content. Et si je joue pour 100 personnes, je suis encore plus content. Et si je joue pour des milliers de personnes, je suis encore plus content. Fait que lui, tu vois, lui, c'est un parfait exemple de quelqu'un, tu sais, le genre de nature spirituelle que la musique, c'est une entité, puis on a une communication avec elle. Lui, c'est un parfait exemple de ça. Ouais. Il vit ça, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche que lui, il croit à ça, mais ça, c'est une personne que, quand il prend quand il prend sa guitare, puis la musique habite en lui, là, il est habité par quelque chose. Puis il m'a fait réaliser, avec ce petit exemple-là, mais j'avais pris du temps à le comprendre, mais surtout à le sentir, parce que tu ne changes pas de même du tout, Non. comme lui, il peut vivre ça. Mais moi, ce que je retiens de ça, parce que je l'ai revu par après, c'est qu'on apprend la musique, on devient bon guitariste, bon musicien, et puis on monte du répertoire, on a toujours des défis, on se donne des défis personnels. Alors, mais il ne faut pas oublier qu'il faut avoir du plaisir à le faire, puis le plaisir, c'est de le partager avec du monde. Ah oui. Fait que c'est ça qu'on a eu le plaisir d'apprendre, on a eu la chance d'apprendre à jouer d'un instrument, mais il faut le partager avec d'autres. Fait que
lui, c'est comme ça, puis c'est son père qui a montré ça, c'est le partage, la musique, on va dire que tu reçois un cadeau. Ouais. Hein? Il y a une citation de Jacques Cousteau qui dit « Ceux qui ont une vie fantastique n'ont pas le droit de le garder pour eux-mêmes. » Ok, ouais, c'est vrai. C'est bien. Ouais. Ça va dans le même sens, c'est ça. Alors, soyons généreux, partageons. Excellent. Et puis, la vie va bien se passer. Bon, ben écoute, je peux pas penser de meilleure façon de conclure l'entrevue. Merci beaucoup. Ça me fait bien plaisir, Louis. Et on va aller voir, aller googler Morin Heights, puis l'affaire est parfaite. D'accord. Un grand merci. Merci à toi, Louis. Alors voilà un autre chapitre dans l'historique tel que vu par le chemin de Denis Poliquin. Soyez des nôtres pour un prochain épisode de l'histoire de la guitare classique au Canada. Thank you.